Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Le rapport ADP, solide, supérieur aux attentes, entretient la reprise haussière du dollar américain. Il n'y a pas non plus une volatilité excessive, mais je dirais que pour le moment, la Réserve fédérale des États-Unis n'a pas eu tort. Alors c'est pas gagné pour autant pour la Réserve fédérale, façon de parler bien sûr, puisque cette enquête ADP, dont je vais vous donner tout de suite les détails, enregistre donc en octobre 182 000 créations d'emplois contre 180 000 selon le consensus. Donc on va dire que la statistique se situe juste au-dessus du consensus. Maintenant, voilà, qu'est-ce que l'enquête ADP? Pour ceux qui nous écoutent, c'est une entreprise qui gère en fait les contrats de travail de 24 millions de personnes aux États-Unis. Alors sachez qu'aux États-Unis, sur les 310 millions d'habitants, la population active c'est environ 150 millions. Donc voilà, on va faire le petit calcul ensemble. On va prendre la calculatrice, elle est sous vos yeux. 24 divisé par 150, voilà. L'enquête ADP c'est 16% de la population active des États-Unis. Donc sur cet échantillon, façon de parler, puisque c'est pas un sondage là, c'est la réalité des contrats de travail qui sont soit nouveaux, soit rompus, hein, etc. Puis l'enquête ADP fait le solde. Il y a donc 182 000 nouveaux contrats au final pour le solde net aux États-Unis en octobre sur ces 16% de la population active. Alors généralement le chiffre de l'ADP est considéré comme précurseur du rapport NFP, mais il ne faut pas non plus extrapoler parce que j'ai déjà vu parfois deux rapports complètement divergents. Pourquoi? Parce que s'il y a 182 000 créations d'emplois sur 16% de la population active, bien, quid des 82 autres pourcents. En tout cas, je dirais que c'est plutôt un bon chiffre pour la dynamique en place depuis le début de la semaine, puisque cette enquête ADP entretient la dynamique haussière du dollar américain, entretient donc la dynamique baissière du taux de change euro-dollar, qui devrait somme toute atteindre cette fameuse cible envisagée en début de semaine des 1,09. On se situe à 13 pips environ au moment où je vous parle. Voilà donc pour la statistique. Alors l'après-midi ne va pas s'arrêter là, hein, puisqu'il y a tout un tas de chiffres cet après-midi qui sont importants d'ailleurs, notamment à 14h30, la balance commerciale aux États-Unis. Le marché envisage un déficit de la balance des transactions courantes. Bon, la balance commerciale américaine est de toute façon structurellement déficitaire, mais là aussi c'est important parce que ça permet de voir un peu l'impact du change sur la capacité des entreprises américaines à exporter, et un déficit commercial qui serait trop supérieur aux attentes pourrait amener la Fed à dire bon, là, avec le dollar fort, on va peut-être se calmer. En tout cas, par rapport à la crédibilité de la Fed, à savoir son discours, son communiqué pardon, de la semaine dernière qui disait que l'économie américaine était vigoureuse et qu'elle jugeait les chiffres du mois de septembre, qui étaient mauvais, rappelez-vous, transitoires. Pour le moment, l'enquête ADP la conforte plutôt, puisque ce rapport est solide et supérieur aux attentes. Après, encore une fois, cela ne présage pas de ce que sera le rapport NFP du mois d'octobre, qui doit être bon selon le consensus, mais voilà, le consensus, parfois il est acquis, parfois il est battu par le marché. En tout cas aujourd'hui, le chiffre dépasse le consensus. Tour d'horizon des différents actifs, attrait pour le risque, donc pour le moment poursuite de la tendance haussière des principaux indices boursiers, je vais revenir dessus, étant donné que vous assistez à l'émission Wall Street Insider, on va se concentrer sur les grands indices boursiers américains. J'ai toujours pensé que ces indices boursiers pouvaient rejoindre leur sommet annuel et pour certains sommets historiques. Alors c'est presque fait. Vous avez sous les yeux les chandeliers 4 heures du S&P 500. Le marché se situe à environ une vingtaine de points de son sommet historique, à 2137 points. Le SP500 poursuit donc son petit bonhomme de chemin à la hausse. Dernier signal technique donné à l'achat, c'était la cassure de la résistance à 2080, puis la cassure de la résistance à 2100 points. Le marché vaut 2113 points. J'ai quand même le sentiment que avant le rapport NFP, le SP500 peut aller chercher ses sommets historiques. Il y a quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup, et c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu. Le Nasdaq 100 fait des nouveaux sommets annuels, oui. Le Nasdaq 100 établit de nouveaux sommets annuels et se situe désormais à moins de 50 points de ses sommets historiques. Alors ça c'est important pour le Nasdaq 100 parce que les sommets historiques du Nasdaq 100 ça parle à tout le monde, notamment ceux qui ont pu vivre une période passée des marchés financiers, les sommets de la bulle Internet. C'est-à-dire que les indices Nasdaq reviennent sur les sommets qui en 2001 avaient déclenché un krach boursier.
façon de parler. On ne peut pas comparer la situation maintenant du Nasdaq avec celle de 2001, tout simplement parce que déjà, ce n'est pas forcément les mêmes titres qui composent cet indice. Mais en tout cas, hier, le Nasdaq 100, en réalisant donc un breakout dans le sens de sa tendance, a donné un signal positif pour probablement rejoindre les 4816 points, qui sont donc les sommets de l'année 2001. Alors, donc, poursuite pour le moment de la tendance haussière des marchés actions américains. Sur le marché des devises, la publication de l'enquête ADP devrait entretenir le recul des principales paires en dollars, alors essentiellement face aux devises européennes. Le taux de change euro-dollar, le dernier signal qu'il a donné, c'est la cassure des 1,0990. Oui, mais ça, c'est pas aujourd'hui, c'était hier. Hier matin, cassure des 1,0990. Le marché atteint presque sa cible à 1,0897, 1,09 $. L'idée maintenant, c'est ce que j'ai tenté de vous rappeler ce matin, il y a à peu près 3 seuils importants sur l'euro-dollar, 1,1450, 1,11 et 1,0850. Alors les 1,1450 ont rejeté les cours en octobre avec la Banque Centrale Européenne. Les 1,11 ont été brisés lorsque la Fed a publié un communiqué de presse la semaine dernière, mais les 1,0850, ça peut tenir. Ça peut tout simplement tenir si les statistiques US, qui étaient mitigées quand même depuis le début de la semaine, ne parviennent pas à un positionnement clair par rapport à ce que la Fed pourrait faire le 16 décembre prochain. Alors autant vous dire qu'on peut viser un 0,9 $, c'était la cible depuis la cassure des 1,11. Par contre, voilà, c'est un niveau qui peut tenir un certain temps. Ce qui est certain, c'est que s'il est rompu, ce marché rejoindra bien, tout simplement ses plus bas annuels qui sont, je crois, sur le taux de change euro-dollar autour des 1,0480, 1,05 $. Bon, pour le moment, admettons tout de même que l'enquête ADP ne provoque pas réellement de la vol sur ce marché. Donc concrètement, il n'y a pas grand-chose de nouveau depuis ce matin. Du côté des paires majeures, forcément reprise donc de la tendance haussière du taux de change USD-Yen, il était sur support ce matin à 121 yens, il a rebondi dessus. L'enquête ADP devrait favoriser une reprise en direction des 121,50 dans le vrai scénario pour l'USD-Yen, et c'est d'ailleurs pourquoi on l'avait mis en graphique de la semaine dans la newsletter, c'est une cassure des 121,50. C'est-à-dire que si l'USD-Yen casse les 121,50, ce qui est vraiment pas acquis et ce qui pourrait ne pas se produire, parce qu'on est en range depuis 2 mois maintenant, 3 mois sur l'USD-Yen. Mais casser à la hausse les 121,50, ce sera à la fois un positionnement fermement haussier sur le dollar US et surtout hyper baissier sur le yen, ce qui signifie que si l'USD-Yen casse les 121,50, c'est les indices US qui font des nouveaux sommets historiques, c'est le CAC qui remonte à 5002, etc. Donc là, ce serait, je pense, pas loin de l'euphorie. À un moment ou à un autre, ce genre de comportement, ça peut être violemment corrigé sur les marchés. Donc, étant donné que les 121,50 sont quand même la partie haute d'un range en place depuis la fin du mois d'août, je pense que mieux vaut prendre ses bénéfices lorsque le marché arrivera à son contact. Ça peut tout à fait rester résistance tout au long du mois de novembre. Par contre, un breakout des 121,50, et là c'est la stratégie du mois de novembre. Je comparerais d'ailleurs les 121,50 de l'USD-Yen au 1,0850 de l'euro-dollar. C'est-à-dire que ce sont des frontières chartistes qui, si elles sont emportées sur la base d'une clôture journalière, déclenchent un swing de 3 semaines et de plusieurs centaines de pips. Donc ça, ce sont les niveaux de toute façon qu'il faut connaître par cœur avant la publication du rapport NFP, pour savoir ensuite où ira le marché. Donc, pour le moment, ce que nous pouvons dire, c'est que l'enquête ADP va dans le sens de la lecture économique des banquiers centraux de la Réserve fédérale des États-Unis. L'USD-Yen devrait rejoindre les 121,50, ce qui devrait correspondre à un S&P 500 au contact de ses sommets historiques à 2137 points et un taux de change euro-dollar à 1,09 $, à savoir donc le plus bas du 28 octobre, qui avait été le plus bas le mercredi 28 octobre. Il me semble que ce plus bas il avait été fait aux alentours de 19h30, 20h, justement quelques minutes après la publication du communiqué de presse de la Réserve fédérale des États-Unis. Alors le dollar américain garde la main, le GBP-USD est à nouveau sous pression. Il ne faut pas shorter le GBP-USD, la livre sterling est quand même globalement forte. Il y a un niveau à 1,54 qui peut tenir parce que le marché l'avait repris. Je dirais que dans ces stratégies qui consistent à acheter le dollar américain, les deux meilleures stratégies, ça restait le short euro-dollar et le long USD-Yen. Le GBP-USD, c'est un peu différent.
parce que ce sont deux monnaies fortes, ça vous le savez. Et surtout demain, la livre sterling pourrait se renforcer avec la Banque d'Angleterre, donc je serais méfiant. Le taux de change USD-CHF sous-performe l'euro-dollar, une fois n'est pas coutume. Bon après, le CHF n'est pas égal à l'euro, hein, sinon il n'y aurait pas de cotation euro-CHF, ce serait tout plat, heureusement. Malgré tout, cette semaine, ce que je retiens de l'USD-CHF, c'est qu'il s'est repris sur les 0,9840, qu'il a fait un plus haut à 0,9936 et qu'il a peut-être à l'instant effectué un pullback sur 0,9885. Donc pourquoi pas réenvisager ce marché, revenir au contact de ses récents tops suite à la publication de l'enquête ADP. Le NZD-USD casse un support, alors là potentiellement on a un signal qui pourrait être donné. Le dollar néo-zélandais qui est de manière générale sous pression. Alors j'ai vu ça sur deux taux de change. J'ai vu une belle cassure de résistance sur le GBP-NZD. Et finalement peut-être que la cassure de résistance sur le GBP-NZD est précurseur. Ce qui est intéressant c'est que GBP et USD sont donc les deux devises fortes du FX. Le fait de voir un signal positif hier sur le GBP-NZD est peut-être un signal précurseur de la cassure d'un support cette fois-ci sur le NZD-USD. Si c'était le cas, autant vous dire qu'il y a le risque de voir ce marché se replier en direction des 0,65 et 0,6450. L'AUD-USD reste en position sous une oblique de résistance, recule davantage après l'enquête ADP, donc solide pour le dollar américain. Malgré tout, sur le très court terme, je pense qu'on a une compression désormais entre 0,7150 et 0,7225. Ce que je peux donc moi vous dire à court terme, c'est qu'on revient dans le bas de la compression et je pense que la UD-USD devrait perdre là lors des prochaines heures environ 25 pips pour revenir chercher les 0,7150. Quelle paire majeure j'ai oublié? L'USD CAD. Alors l'USD CAD rebondit. Bon après moi l'USD CAD hier j'ai défendu la hausse, on a monté puis on est retombé à cause du pétrole. Je suis très gêné pour l'USD CAD pour la simple et bonne raison que je pense que le pétrole a encore du potentiel. Lorsque je regarde l'analyse technique de Lucas Oil et de l'US Oil, je pense que ces deux marchés peuvent se reprendre davantage. Et en même temps, vu la vigueur du dollar US, je ne pense pas non plus que l'USD CAD chutera violemment. Et donc au final, je dirais qu'à court terme, la force du CAD permise par le pétrole et la force du dollar américain permise par les statistiques solides devraient neutraliser la paire entre 1,3040 et 1,31. En gros, il n'y a pas grand chose à faire à court terme sur l'USD CAD qui n'est pas très directionnel. Voilà, ça c'était pour les paires majeures. Alors, je regarde pas, mais j'imagine que sans surprise, l'once d'or doit faire des nouveaux plus bas. Et c'est pas encore le cas, mais il baisse. Bon, écoutez, voilà, relance du dollar US. Alors l'once d'or qui quand même tente de se stabiliser sur 1115 dollars, mais qui je pense là devrait avant le rapport NFP tomber à 1110 avec cette force du dollar US. Première résistance 1122, risque de cassure des 1114 pour aller chercher les 1110 dollars, là qui pour le coup sont à un niveau important. Concrètement, le métal jaune aura retracé 100% de toute sa hausse entre le 2 octobre et le 15 octobre. Les pétroles, alors la hausse des pétroles explique en grande partie pourquoi l'Eurostock 50, le CAC, le MIB font mieux que le DAX. Prenez aujourd'hui la hiérarchie titre du CAC 40, c'est le secteur pétrolier qui mène la danse. Je pense que cela va se poursuivre. Ce que me dit l'analyse technique sur Lucas Oil, c'est qu'on peut remonter presque à 53 dollars. Donc il y a du potentiel. Vous avez sur les deux pétroles des canaux haussiers chartistes qui guident la dynamique depuis la séance du 28 octobre. Le 28 octobre sur Lucas Oil, c'est un rebond sur un support majeur. Et sur l'US Oil, le 28 octobre, c'est le piège baissier sous les 44 dollars, suivi d'une réintégration. Donc là, on a un contre-pied. Ce qui me plaît beaucoup aussi sur l'US Oil, c'est la reprise des 47 dollars, qui avait été le point d'accélération du 6 octobre. Je pense donc que le pétrole brut américain peut se reprendre en direction des 49,50 dollars, ce qui soutiendra Total, ce qui soutiendra Royal Dutch Shell, ce qui soutiendra BP, ce qui soutiendra Eni, bref, les grosses compagnies pétrolières des grands indices boursiers européens. Et puis j'en passe, hein, Technip, enfin Valourec qui est plus dans le CAC 40, mais voilà. Euh, d'ailleurs, je vais juste regarder le FTSE 600, qui est reparti comme en 14.
avec une reprise sur le support à 6250 points. Le scénario plus probable sur le FTSE 600, je jetais un œil hier au poids des grosses compagnies pétrolières anglaises dans le FTSE 600, c'est pas loin de 15% de l'indice. Quand vous ajoutez Royal Dutch Shell A, Royal Dutch Shell B et British Petroleum. Donc ça fait partie des indices à privilégier pour la dynamique actuelle, qui est quand même celle d'une reprise des prix de l'énergie. Et c'est pour ça que l'USD CAD n'est pas forcément la paire de devises la plus adaptée pour une stratégie longue sur le dollar américain. Ça ne vaut pas l'euro-dollar ou l'USD yen. Parce qu'il n'y a pas cette dimension de l'énergie qui crée de la vol et qui hier a quand même créé un contre-pied. Donc je pense que la bourse de Londres peut dépasser ses récents sommets à 6475 points grâce justement à l'évolution en bourse des compagnies pétrolières. Ok, voilà, donc ça je mets ça là. Alors, honnêtement, je pense qu'on a choisi à juste titre le graphique de l'USD Yen comme graphique de la semaine sur la newsletter, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière l'USD Yen. Il y a certes le dollar US, mais il y a surtout la corrélation positive avec les marchés actions. C'est-à-dire qu'une cassure haussière qui n'a pas lieu, alors, qui n'aura peut-être jamais lieu, mais il faut le suivre parce qu'on va tester le niveau. 121,50 sur l'USD Yen, si on brise ce niveau à la hausse, c'est pour remonter à 123, 124 yens. Et ça, forcément, ça va s'accompagner d'indices boursiers qui iront beaucoup plus haut. Et notamment les marchés actions US, et notamment le Nasdaq qui peut rejoindre ses sommets de l'année 2001. Donc ça, c'est à suivre, je dirais, pour l'approche intermarché. Alors, intermarché qui consiste à dire qu'un signal du Forex peut être précurseur pour le marché action ou inversement, bref, les liens entre les différentes classes d'actifs. En tout cas, c'est le niveau à suivre. Si je devais choisir deux niveaux à suivre cette semaine, c'est 121,50 sur l'USD Yen et 1,0850 sur l'euro dollar. Parce que ces niveaux, si le marché les brise, il y aura des conséquences swing. Et donc plusieurs centaines de pips en l'espace de 2-3 semaines, c'est toujours sympa lorsqu'on est dans la tendance. Voilà, la balance des transactions courantes aux États-Unis enregistre un déficit commercial inférieur aux attentes. Bon, donc ce qui tend pour l'instant à montrer que le dollar fort n'est pas non plus une catastrophe pour l'économie américaine, puisqu'en fait, alors il n'y a pas d'excédent commercial, mais le déficit commercial est inférieur aux attentes. Bon, après, c'est pas non plus transcendantal. Je dirais que le seul avantage que je vois dans les statistiques du jour, c'est qu'elles sont en accord avec le consensus, et donc elles entretiennent la tendance. Il n'y a pas de surprise, ni mauvaise ni bonne. Il ne faut pas exagérer. Il n'y a pas aujourd'hui des chiffres très bons pour l'économie US. Ils sont comme aux attentes. Voilà, c'est des bons chiffres. Ce sont des bons chiffres. Ok, vous avez sous les yeux le CAC à gauche 4991, l'euro dollar 1,09, 10 dollars, l'USD yen 121,36. Regardez la vol sur l'USD yen qui file tester les 121,50. C'est le seuil à suivre cet après-midi. Alors que je vous rappelle que cet après-midi, on attend une conférence de deux membres du FOMC, notamment M. Harker à 14h45 et Mme Yellen à 16h. Alors bon, si ces deux communications vont dans le sens de ce qui a été établi la semaine dernière par la Fed, ça devrait entretenir encore un peu plus le dollar américain et pourquoi pas envisager un taux de change USD-Yen casser la résistance des 121,50, ce que je n'anticiperai absolument pas. C'est un range qui dure depuis 4 mois, j'attendrai de voir le chandelier journalier. Alors, voilà. Maintenant, vos questions. Et je vois qu'il y en a un paquet. Une petite gorgée d'eau. Alors, question de Frétala sur le CAD-Yen. Alors, le CAD-Yen est une très bonne stratégie. Le CAD-Yen est une bonne stratégie parce que c'est à la fois le renforcement du prix du pétrole et à la fois le positionnement général des investisseurs sur le risque. Donc forcément, le CAD-Yen évolue dans un canal de hausse. Il a cassé une résistance. Je pense que le CAD-Yen, avec le pétrole, peut se reprendre en direction des 93,23. Ne vous étonnez pas qu'il n'y ait pas de volatilité là sur le CAD-Yen, puisque dans le CAD-Yen, il n'y a pas le dollar US. Mais
la hausse du pétrole peut, je pense, bientôt, et au-dessus des 92,47, entraîner une nouvelle impulsion en direction des 93,20 sur le CAD Yen. Alors, Pip Hunter, je ne comprends pas la divergence baissière cachée sur l'euro-dollar. Alors, l'idée en fait c'est quoi? C'est quelque chose sur lequel je suis revenu. Alors, on a un webinaire sur notre chaîne YouTube sur le RSI, où j'ai essayé d'expliquer simplement ce que c'est qu'une divergence cachée. Donc je vous invite à éventuellement réécouter le webinaire. Sinon, dans tous les cas, actuellement, l'euro-dollar est toujours sous son influence. C'est-à-dire qu'elle était en place le 2 novembre, lorsque le marché est revenu tester cette oblique de résistance. La divergence cachée signifie que la tendance a une forte probabilité de se reprendre, mais pas non plus, c'est pas non plus un signal pour anticiper la cassure des supports. C'est-à-dire qu'autant j'envisageais en effet que le marché revienne à 1,09, autant je n'anticiperai pas la cassure du niveau. C'est pas possible. Et vous allez voir, bon après je me trompe peut-être, mais il n'y a aucune chance que l'euro-dollar casse son support avant le rapport NFP. Alors à moins que y ait, enfin je dis peut-être des bêtises, si cet après-midi on a une communication de la Fed qui est hyper hawkish, peut-être. Mais quand même, le marché devrait attendre. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faut quand même réagir sur du concret, quoi. Voilà, bref. Et le GBP Yen, le GBP USD, le NZD Yen. Ok, alors je les prends toutes dans l'ordre. Le GBP Yen doit quand même rester bien orienté. Oui, bon, ça reste tout à fait correct. Le GBP Yen, écoutez, on y est presque à 188,27. C'est un peu lent comme mouvement, mais malgré tout, bon, on évolue toujours dans un canal de progression. On était sur support sur le GBP Yen en fin de semaine dernière, hein. Rappelez-vous, c'était ma stratégie d'achat avant la BOJ. Bon, la BOJ n'a rien fait, mais ce qui a sauvé ma stratégie sur le GBP Yen, façon de parler, c'est la hausse des marchés actions. Donc qui s'accompagne d'une baisse du yen. Et puis de manière générale, il y a quand même un achat de la livre sterling avant la Banque d'Angleterre. Maintenant, le GBP yen, j'ai envie de dire que il se maintient quand même au-dessus du support à 186,30. Donc bah, voilà, au-dessus des 186,30, pourquoi pas envisager progresser jusqu'à 187. Mais voilà, on arrive quand même au contact de cette zone de résistance, donc je serai maintenant un peu plus méfiant. Mais on est toujours bien orienté. Le NZD Yen, alors forcément ne se comporte pas comme les autres paires en Yen. Pourquoi? Parce que le dollar néo-zélandais est sous pression. Le NZD Yen est en train de casser un support. Malgré tout, si vous cherchez une stratégie pour shorter le dollar néo-zélandais, il ne faut pas shorter le NZD Yen. Parce que le, clairement le NZD USD est une bien meilleure stratégie. Le yen ne se renforce pas. Le yen a tendance à se déprécier. Mais le NZD se déprécie encore plus. Alors en effet, le NZD yen casse un support. Ok. Il y a peut-être même une superbe épaule tête épaule actuellement sur le NZD yen et on est en train de casser la ligne de coup. Mais honnêtement, vous voulez shorter quelque chose, ben shortez le NZD USD. Ça c'est une vraie stratégie avec les fondamentaux du jour. Et on a un niveau, de manière générale, le signal de vente il a été donné sous 0,67. Mais là on est en train de casser un support à 0,6617. Donc oui, shorter le NZD USD, je pense que là aussi ça me paraît pas mal comme stratégie. En effet, alors ça dépendra de la BOE. Alors bonjour Lionel. Alors Lionel qui fidèle, hein, puis très présent aussi sur les réseaux sociaux, je suis d'accord. Le FTSE, la bourse de Londres, Lucas Sang, que vous avez sous les yeux, présente un haut potentiel. Euh, J'aimais bien déjà d'un point de vue technique le fait qu'on soit revenu sur les 6250. Je pense qu'en effet il y a une vraie possibilité de voir le FTSE sans casser une résistance. On n'y est pas encore. Je dirais que la première étape c'est d'aller chercher les 6500 points. Mais le véritable scénario haussier sur le FTSE 100, ce serait la cassure des 6500 points. Et là, c'est vraiment là où il peut y avoir quelque chose à faire. En cas de cassure des 6500 points, déjà la première étape c'est de les rejoindre. Après, il y a potentiellement un scénario d'accélération sur
le FTSE. Alors, le GBP AUD. Alors, un instant, ma plateforme lag un peu, donc je la laisse se recharger et je bois un peu d'eau. Alors, le GBP AUD, là aussi, je reste très positif. D'un point de vue technique, il y a une superbe divergence haussière, cette fois-ci cas d'école standard. Les deux creux ascendants dans la zone de survente, on dépasse le sommet intermédiaire. Les prix ont donné le signal à la cassure des 2,1426. Le GBP AUD réagit dans un bas de canal. Il y a du potentiel sur le GBP AUD à la hausse. Le bémol, c'est l'action demain de la Banque d'Angleterre, mais j'ai envie de dire il y a sûrement quelque chose à attraper à l'achat avant la Banque d'Angleterre. En tout cas, si moi je m'en tiens uniquement au graphique et que j'ignore le fait qu'il y a un événement monétaire demain, le GBP AUD m'intéresse beaucoup depuis ce matin pour une stratégie d'achat. Je m'appuie essentiellement sur cette divergence haussière standard, ici sur le RSI en données horaires. Et Guillaume, et quel impact sur le DAX? Eh bien, pas grand-chose, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas dans le DAX de représentants du secteur pétrolier. La seule chose que je peux vous dire sur le DAX, c'est ce que je pouvais vous dire dessus hier, puisque le marché est dans la même situation. Il dérive à plat au-dessus des 10 900 points. Et pour le moment, s'établit dans un range entre 10 900 points après avoir atteint la cible que nous évoquions à 11 000 points. Considérez les 11 000 points du DAX comme les 6 500 du FTSE ou les 5 000 points du CAC. Ce sont des objectifs de cours, ce qui signifie qu'on n'achète pas un objectif de cours d'une stratégie haussière. On est plutôt sous résistance pour prendre des bénéfices. Dans une tendance haussière, la seule chose qui peut permettre au marché d'aller plus haut, c'est le breakout, la cassure de résistance, à l'image de ce qu'avait fait le DAX lorsqu'il a cassé les 10 300 points à l'époque. C'est plutôt l'aboutissement d'un cycle haussier actuellement, le positionnement des marchés actions européens. Donc voilà, donc à court terme, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est entre 10 900 et 11 000. Soit on dérive entre 10 900 et 11 000 jusqu'à revenir au contact de ce canal haussier, et à ce moment-là, on pourra probablement faire une impulsion haussière. Sinon, le marché peut briser les 10 900 points et revenir se placer sur 10 750. C'est simple, la réponse vous sera donnée à la sortie du range 10 900, 11 000, et il n'y a pas de volatilité particulière suite à l'enquête ADP. L'impact est surtout très fort sur le marché d'échange, enfin très fort. Il entretient la tendance haussière du dollar américain, donc je dirais que cet après-midi c'est plus intéressant si vous étiez long USD Yen, short euro dollar, c'est plutôt là où finalement l'enquête ADP vous conforte. Le GBP AUD, potentiellement, attention, là il pourrait exploser à la hausse, s'il dépasse les 2,15, on aurait en H1 une épaule tête-épaule inversée, avec sous nos pieds une divergence haussière standard. Il y a du potentiel sur le GBP AUD, si on dépasse les 2,15, ça peut mettre une grosse verte, pour parler un peu familièrement. Alors le GBP NZD m'intéresse en effet. Pourquoi est-ce que le GBP NZD monte? Parce que les chiffres du marché du travail en Nouvelle-Zélande ont déchu, et surtout parce que le marché se positionne sur la livre sterling. Et enfin, en analyse technique, le marché a fait quand même un rounding bottom entre 2,24 et 2,30. Le GBP NZD va probablement monter à 2,35. Et ça va dans le sens de l'accélération haussière que j'anticipe sur le GBP AUD. Je pense que ça peut exploser à la hausse, si vous me permettez l'expression. Mais il faudrait pour ça qu'on dépasse les 2,15. Alors le GBP AUD, quelqu'un me pose la question, est-ce qu'on peut acheter maintenant? Bon bah écoutez, moi c'est vrai que je suis toujours mal à l'aise par rapport à ça, sachant que j'en ai parlé dans le morning meeting et qu'on valait 90 pips de moins. Ce qui est certain, c'est que le scénario d'accélération maintenant, c'est de déborder les 2,15. Si vous voyez le marché accélérer au-dessus des 2,15, ça peut être en effet un bon signal en mettant son stop sous le dernier chandelier horaire. Ça, ce sont des paramètres indicatifs.
C'est comme ça qu'on peut utiliser l'analyse technique. Si on, il faut vraiment franchir les 2,15 et on aurait à la fois une divergence haussière et une épaule tête-épaule inversée dans un bas de canal haussier. Donc que demande le peuple, hein, j'ai envie de dire, il y a plus ou moins tous les éléments, quoi. Y a-t-il un biseau sur l'Eurocad? Alors l'Eurocad c'est hautement baissier, hein. Écoutez, il n'y a pas de... C'est au moins aussi baissier que ne l'est l'euro-dollar. Je vois ce dont vous voulez parler. Il y a une compression. Euh, mais je ne vois pas de biseau. C'est trop contrariant. Et le risque de ce type de figure, le principe des compressions en wedge notamment, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elles se terminent, et c'est que chercher à les trader avant que le marché en sorte, on peut se faire sortir, quoi, on peut se faire stopper. Je dirais que on pourra vraiment penser que l'euro AUD peut remonter, l'euro CAD peut remonter s'il dépasse les 1,4360. Mais vu la dynamique actuelle de l'euro CAD, j'aurais plutôt le sentiment qu'on a donné un signal de vente à la cassure des 1,4350. Et vu le potentiel technique à court terme du pétrole, j'ai plutôt le sentiment que l'euro CAD pourrait se replier en direction des 1,4180. Donc non, je ne vois pas de biseau sur l'euro CAD. Voilà, donc GBP-AUD c'est pas fait, il faut dépasser 2,15. Mais bon, quand je vois le GBP-NZD qui est parti comme en 14, pourquoi pas un alignement. Alors, Spotix nous donne la définition de la divergence cachée, donc là qui est plus, c'est pas vraiment une définition, c'est plus visuellement à quoi cela correspond. Donc voilà, vous avez une explication là. Le dernier sommet du récit plus haut que l'avant-dernier, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Vous avez ici l'explication de Spotix et moi je vous remontre ça sur le RSI H4 de l'euro-dollar. C'est donc un sommet plus haut que l'avant-dernier sur le RSI, donc ici, et au contraire le dernier sommet du cours plus bas que le précédent, c'est donc ici. Et le signal a été donné par la cassure des 1,0990, ça c'était hier. Voilà, bah écoutez, je regarde toutes les questions, je pense que j'ai laissé aucune perte de devise. Alors cet après-midi, ce que je vous invite à suivre, c'est les speeches de Monsieur Harker et Madame Yellen, ainsi que l'évolution des stocks de pétrole. L'idée c'est quoi sur le pétrole? Je pense qu'il faut chercher des supports. La publication des stocks génère souvent pas réellement de la tendance, mais de la volatilité qui peut permettre de se placer dans la tendance. En clair, un pétrole américain qui reviendrait sur 47 dollars par exemple, pour moi c'est un support. Et idéalement, un gros restockage, d'accord, un gros restockage qui ferait rebaisser le pétrole sur 47. Et là, ça m'intéresse pour un achat et viser une remontée vers 49-45 sur l'US Oil. Alors, peut-on envisager une hausse sur le métal jaune? Ce qui est certain, c'est que le métal jaune a donné un signal de vente le 28 octobre et qu'on est donc quand même pas loin d'une semaine après. Ce qui est certain, c'est que sur le court terme, on temporise entre 1122 et 1115. On est donc dans un range et qu'on peut probablement dériver à plat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette ligne de tendance baissière. Elle passe il faut que le marché peut-être soit un peu latéral pendant 2 jours. Et ce qui est enfin vraiment certain, c'est qu'il n'y a plus aucun timing pour shorter, quoi. Il y en avait un le 29 octobre et il y en avait un hier à la cassure des 1130. Bon bah maintenant c'est du suivi de tendance, quoi. Voilà, bah écoutez, dernière question sur le GBP Yen que je vais prendre tout de suite. Y a-t-il un biseau sur le GBP Yen? Et non, je ne vois pas ce type de figure. Je vois pour l'instant simplement un marché qui monte et un support à 186,30. Voilà. Je préfère pas trop mettre en avant des biseaux parce que c'est souvent, lorsqu'on a un biais sur un marché, on cherche un biseau.
Et ça peut être parfois simplement une vue de l'esprit. Voilà, bah écoutez, je pense avoir répondu à toutes vos questions, donc merci d'avoir été attentif. Prochaine émission, c'est quel jour on est là? On est mercredi, donc le point de marché Vague d'Elliott à partir de 16 h avec Nicolas Lavallée. Alors au passage, si vous vous intéressez aux analyses de Nicolas Lavallée, lorsque vous allez dans la section des analystes d'LIFX sur le site, vous avez ici un petit rectangle qu'on a rajouté avec l'historique des analyses de Nicolas Lavallée. Alors ça ne reprend pas forcément les 2 derniers mois, hein, mais à partir d'aujourd'hui, ça reprend toutes les nouvelles. Donc vous avez par exemple hier le décompte Héliotis de l'once d'or. Voilà. Vous voyez que Nicolas Lavallée pense qu'on va rebondir bientôt, c'est possible, on arrive dans un bas de canal, etc. Donc il y a des choses comme ça intéressantes. C'est une nouvelle section. Vous avez l'historique des analyses vagues d'Elliott, et ça c'est susceptible de vous intéresser. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir été attentif. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous retrouve demain pour le Good Morning Euro Dollar. Et j'essaierai de suivre la publication des stocks de pétrole, voir s'il y a quelque chose à faire sur l'US Oil ou l'UK Oil. Merci à tous et à demain ici même.